Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du lundi 14 avril 2025. Ça s'appelle aujourd'hui « Le douanier est un peu schizo ». Les revirements sur les droits de douane ont créé un climat un peu curieux sur les marchés actions qui ont fortement rebondi aux États-Unis et qui continuent d'ailleurs à le faire ce matin. Étonnant, mais on a quand même certaines classes d'actifs comme les obligations et l'or qui racontent une autre histoire qu'il va falloir surveiller de près. Pour démarrer la semaine, je vais parler en priorité de trois choses. Primo, le rebond énorme des marchés américains après une chute énorme des marchés américains. Secondo, des revirements incessants sur les droits de douane. Et tertio, de ce qu'il faut absolument garder à l'œil pour naviguer dans le primo et le secondo. Au cours des 10 derniers jours, Wall Street a connu l'une des pires séries baissières de 3 jours de son histoire et aussi l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées sur une seule séance. Jamais les investisseurs n'avaient connu de telles créations ou destructions de valeur dans un laps de temps si court et jamais ils n'avaient réorienté autant de flux aussi rapidement. Bref, c'est toujours la période des superlatifs depuis que les États-Unis ont décidé de jeter des seaux de sable dans les engrenages de la mondialisation. La semaine dernière, le S&P 500 a quand même gagné 5,7% après avoir chuté de 9,1% au cours de la semaine précédente. L'élément déclencheur du rebond, Donald Trump est revenu temporairement sur une partie des droits de douane infligés quelques jours plus tôt à la terre entière. Sauf sur ceux visant la Chine, l'automobile, l'aluminium et l'acier, et si le marché obligataire américain n'avait pas montré des signes inquiétants la semaine dernière, la Maison-Blanche aurait probablement maintenu une ligne dure. Mais la situation était quand même en train de partir en quenouille et plusieurs soutiens bruyants de la présidence Trump étaient en train de se désolidariser devant le risque de sortie de route de l'économie américaine, voire de la stabilité financière globale. Ça, c'est pour le tableau de ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière, mais au cours des dernières 72 heures, la fable des droits de douane s'est enrichie de nouveaux rebondissements. L'administration Trump a commencé par sortir les smartphones et les ordinateurs des droits de douane de 145% désormais appliqués à la Chine. Ça, c'est sous la pression d'influents groupes technologiques, notamment Apple. Mais sur Truth Social dimanche, le président américain a toutefois précisé qu'il ne s'agit pas d'une exonération totale, mais qu'une surtaxe de 20% concernera ces produits, qui pourraient d'ailleurs faire l'objet par la suite de droits de douane additionnels distincts, a fait savoir le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick. D'ailleurs, il y aura en parallèle aussi des droits de douane spécifiques sur les semi-conducteurs et les médicaments, une fois que les travaux en cours pour déterminer leur intensité seront terminés. Manifestement, la cacophonie et l'improvisation sont toujours de mise. À force d'empiler les annonces, les réactions, les surréactions, les rétorsions, les punitions, les exemptions et tutti quanti, personne ne comprend plus ce qu'il faut appliquer ni à qui, a écrit un gérant américain réputé proche du camp républicain au cours du week-end. Et là, je vous laisse juste imaginer le boulot des services douaniers US dans un tel contexte. Le plus grand rallye de l'année se produirait le jour où Lutnick serait licencié. Je suggère que l'administration détermine qui contrôle le message, quel qu'il soit, car il change tous les jours. Les entreprises américaines ne peuvent ni planifier ni investir avec ces allers-retours incessants. Ça a été écrit par Sven Henrich de Northman Trader, et ça résume assez bien le sentiment général. Quant au financier haussier Ed Yardeni, il a l'air vraiment désabusé comme rarement. Il en est d'ailleurs rendu à paraphraser Forrest Gump. Les droits de douane, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Maintenant que j'ai raconté tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Personne ne le sait vraiment, mais en tout cas, le plus prudent, c'est de surveiller trois choses. D'abord, le rendement du 10 ans US, Scott Bessent et aussi la Fed. En effet, rien n'a vraiment arrêté Donald Trump jusqu'ici, hormis le marché obligataire. Ce que les financiers américains appellent les bond vigilance, c'est-à-dire les sentinelles des taux, se sont réveillés la semaine dernière face aux risques créés par la politique de la Maison-Blanche. Le rendement de la dette US à 10 ans est monté en flèche en direction de 4,5%, et ça suggère un potentiel vent de panique sur le marché de la dette. L'équipe Trump a donc été forcée de faire machine arrière sur les droits de douane réciproques. Il faut donc garder un œil attentif sur les fluctuations des rendements US. Les milieux d'affaires scrutent aussi désormais le comportement de Scott Bessent, qui est jugé comme le plus capable et le plus pragmatique des hommes de Trump. Pas Navarro, Lutnick ou Greer, mais Bessent, qui était auparavant gérant de hedge fund. Il a une excellente compréhension des marchés financiers, il fait partie du sérail évidemment pour les gars de Wall Street, et c'est lui qui a forcé le président américain à mettre de l'eau dans son vin la semaine dernière. Il a notamment été alerté, et c'est un pragmatique, par le fait que les banques américaines n'avaient pas ou très peu participé aux adjudications de dette américaine en début de semaine dernière, et au contraire, elles ont même dû vendre de la dette pour répondre aux besoins de liquidité de leurs clients. C'est un signal funeste qui explique en partie la volte-face de l'administration. Enfin, troisième chose à surveiller, évidemment, c'est la Fed qui est entrée dans la danse vendredi. Ça explique d'ailleurs le rebond de Wall Street après la rechute de jeudi.
Manifestement, Jérôme Powell a envoyé ses troupes faire passer des messages, par exemple la présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, qui a déclaré que la Fed est prête à assurer le fonctionnement des marchés en cas de besoin, ou son collègue de la Fed de New York, John Williams, qui a lui indiqué que la banque centrale agirait pour tenir à distance le risque de stagflation. Il va de soi que la Fed assurera le fonctionnement des marchés et fera tout pour éviter la stagflation, mais le fait que cela ait été annoncé publiquement est volontaire et marque l'entrée de la banque centrale dans un processus plus actif. Et là, les plus cyniques souligneront à juste titre d'ailleurs que cela signifie aussi que quelque chose de moche est en train de grossir en arrière-plan et qu'il faut le traiter au plus vite. Je suis tombé sur une remarque assez sympa et très juste faite par le mentor de Larry McDonald. Larry McDonald, c'est un excellent connaisseur du marché qui anime le Bear Trap Report. C'est un chat réputé de professionnels de la finance aux États-Unis. Eh bien, Larry McDonald a dit « Plus tu ressens de la peur en tant que trader, je te garantis que plus les banquiers centraux et les politiciens sont sous le feu des projecteurs pour apporter une réponse politique. » Ça, c'est une autre façon de souligner que la Fed et les institutions américaines sont censées servir de garde-fou aux politiques de la Maison-Blanche et qu'elles sont entrées en action. On poursuit avec les infos à ne pas manquer pour démarrer la semaine. En Chine d'abord, les exportations explosent en mars et les importations se tassent. C'est assez logique, les clients de la Chine ont cherché à anticiper les droits de douane. S&P a relevé la note souveraine de l'Italie à BBB+. Le chancelier allemand Merz devrait être élu le 6 mai aux dernières rumeurs. Et sur l'agenda macro, on retrouve cette semaine la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi, avec un consensus qui table sur une baisse de taux de 25 points de base. La veille, mercredi donc, la Chine aura dévoilé sa première estimation de croissance pour le T1 2025. Côté États-Unis, on a quelques stats, notamment les ventes de détail mercredi, les permis de construire et les inscriptions au chômage jeudi, sans oublier une salve d'intervention de membres de la Fed. Côté société, eh bien après le creux, la saison des résultats repart cette semaine. Parmi les grosses affiches, on a Goldman Sachs et LVMH aujourd'hui, Johnson & Johnson, ASML, Hermès, L'Oréal ou encore Rio Tinto sur le reste de la semaine. L'occasion, bien sûr, de prendre le pouls des entreprises dans un contexte encore marqué par le choc des droits de douane. En Asie-Pacifique ce matin, le rebond se poursuit après les signaux de détente relative sur les droits de douane. Le Japon et l'Inde gagnent près de 2%, pendant que la Corée du Sud et l'Australie progressent de plus de 1%. La Chine est également dans le vert, notamment Hong Kong qui gagne 2%. Du côté de Taïwan, c'est beaucoup plus hésitant avec les interrogations sur les droits de douane relatifs aux semi-conductteurs. Les indicateurs de tendance européens et américains sont en vert fluo ce matin. Dans l'actu des sociétés en France, BNP Paribas vise un closing de l'acquisition d'AXA IM début juillet 2025. Nexans a lancé un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 750 000 titres. Valourec est en discussion avec Aldébaran pour la vente de Serimax pour 79 millions d'euros. McPhy est contraint de lancer une procédure de conciliation. La plantation des terres rouges qui fait partie de la galaxie Bolloré dépasse les 6% du capital de Ruby. Et on a quelques résultats en France. En attendant LVMH ce soir, on a Kaufman, Robertet ou encore ePay. Ailleurs en Europe, Ageas acquiert Esure au Royaume-Uni pour 1,7 milliard de dollars. Salzgitter en Allemagne met fin aux négociations de son rachat par un consortium. Les actionnaires d'Holcim vont se prononcer le 14 mai sur la scission de la division américaine qui devrait être scindée au mois de juin. Scania, la filiale de Volkswagen, reprend la division batterie pour poids lourds de Northvolt qui est en difficulté financière. Sandoz a lancé une action en justice contre Amgen aux États-Unis. SoftwareOne a prolongé son offre de rachat sur Crayon, le groupe norvégien. Burkhalter prévoit une augmentation modérée de son bénéfice par action en 2025 et Legal & General votera contre la réélection du président de BP. En Amérique du Nord, CVC étudierait une offre de 75 milliards de dollars pour le prêteur privé américain Golub Capital sur le FT. KKR s'apprête à racheter Ostra pour environ 3 milliards de dollars, ça c'est une info de Bloomberg. Enfin, General Motors supprime 500 emplois au Canada. Sur l'agenda des publis aux États-Unis aujourd'hui, Goldman Sachs et M&T Bank. Ailleurs dans le monde, l'entreprise familiale du milliardaire italien Gianluigi Aponte apparaît comme le principal investisseur d'un groupe cherchant à racheter 43 ports au conglomérat CK Hutchinson selon Bloomberg, et le bénéfice du T1 de TSMC a probablement grimpé en flèche, mais les politiques de Donald Trump vont assombrir les perspectives du groupe de semi-conducteurs. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.